Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera placée sous le signe des marchés. Nous allons parler marché aujourd'hui car il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, nous allons étudier la situation de plus haut historique sur l'indice DAX 30 pour ensuite aller étudier le sell-off des valeurs technologiques aux États-Unis avec l'étude de l'indice Nasdaq 100 et ensuite finir par l'étude d'un titre qui a fortement fait parler de lui et qui revient sur le devant de la scène dernièrement. Je veux bien évidemment parler de GameStop. À tout de suite. Nous allons tout d'abord rester en Europe, dans un premier temps avec notamment l'étude du DAX 30, l'indice allemand qui présente une configuration tout à fait intéressante puisque on est face à des prix qui se traitent bien au-delà des 14 000 points, on est actuellement au-dessus des 14 700 points. Alors bien évidemment, cette situation de plus haut historique s'est faite sur un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs cette semaine, en début de semaine d'ailleurs notamment. Ce regain d'appétit pour le risque se fait dans un contexte assez particulier puisque je le rappelle, il y a encore quelques jours, au début du mois de mars, les principaux marchés internationaux, les marchés boursiers internationaux étaient subissaient un petit peu la pression qui avait été apportée notamment par le sell-off qu'on avait pu remarquer fin février sur les marchés obligataires. Un sell-off qui avait été conduit notamment par des craintes assez persistantes liées à l'inflation, à l'augmentation de l'inflation. Comme vous le savez tous, l'inflation c'est un indicateur économique clé pour la plupart des banques centrales du monde et de voir une inflation qui augmente fait forcément, mécaniquement en tout cas, ressurgir le spectre de politique monétaire bien moins accommodante, ce qui forcément ouvre les portes ou laisse plus de place à des corrections de marché assez amples. Maintenant, ceci étant dit, tout récemment, Jérôme Powell a su rassurer les marchés, tout d'abord en gardant les taux directeurs de la Fed inchangés, puis en confirmant après en conférence de presse que la Fed fera absolument tout ce qu'elle pourra. Elle utilisera de tous les outils en son pouvoir pour continuer à soutenir les marchés jusqu'à ce que des preuves tangibles de retour à la croissance post-Covid-19 pourraient être enregistrées sur le marché. Alors, techniquement parlant, maintenant sur le DAX, j'ai pris un graphique en données journalières histoire d'éliminer un petit peu le bruit du très court terme. On s'aperçoit assez rapidement que la tendance long terme est orientée à la hausse. La tendance long terme, la tendance moyen terme et même la tendance court terme sont toutes les trois orientées à la hausse. Quand on peut le voir depuis le crack de mars 2020 qui avait été provoqué par la pandémie, le marché est tout simplement contrôlé par les acheteurs. C'est assez évident à la vue de ce graphique. Maintenant, même si le marché enregistrait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut depuis le début de l'été dernier, on s'aperçoit quand même que cette hausse était modérée. Cette hausse était modérée puisqu'on avait ici une ligne de tendance, donc une résistance dynamique haussière qui contenait les prix à chaque fois que ces derniers allaient à son impact. Comme on peut le voir ici avec les différentes flèches rouges qui symbolisent justement les réactions vendeuses à l'impact des prix sur cette résistance dynamique haussière symbolisée par cette droite en pointillé. Alors maintenant, le regain d'appétit pour les actifs risqués de la part des investisseurs se caractérise à beaucoup plus court terme, si j'ose dire, par cette impulsion haussière. De par cette impulsion haussière, non seulement les acheteurs ont réussi à emmener le marché au-dessus de la résistance majeure, de la zone de résistance majeure comprise entre 14 200 et 14 400 points, mais ont également conduit le marché à s'affranchir de cette ligne de tendance, de cette ligne de résistance dynamique haussière qui contenait le marché jusqu'alors. S'en est suivi quelques journées, non pas d'incertitude ou d'hésitation, mais plus de pauses caractérisées par des dojis comme vous pouvez le voir ici. Un pullback confirmateur symbolisé par la bougie rouge ici, et puis maintenant des prix qui sont désormais disponibles pour aller enregistrer de nouveaux sommets. Alors, je tiens quand même à nuancer un peu le propos. La route jusqu'au 76-40% de Fibonacci à 15 495, 15 500 points environ n'est pas totalement dégagée. Afin de débloquer cette nouvelle cible, il faudra absolument que le marché enregistre une clôture journalière au-dessus des 61,8% de Fibonacci à 14 695, 14 700 points. Actuellement, on est au-dessus. Le marché cote à 14 766 points, mais on va quand même attendre la clôture histoire d'être certain que le consensus à la hausse soit bel et bien trouvé. Maintenant, si le consensus est trouvé et que clôture au-dessus des 14 700 points il y a, bien évidemment, vous l'avez deviné, la prochaine cible sera les 14 495, 14 500 points à 76,40% de Fibonacci, puis pourquoi pas, à plus long terme par extension, aller chercher les 100% d'extension du mouvement précédent à 16 780 points qui correspondraient au haut du canal de très long terme. Les supports immédiats, alors le premier support majeur reste bien évidemment la zone des 14 400, 14 200, c'est une zone relativement large, surtout pour les day traders, mais on peut pas faire sans malheureusement, c'est une zone qui a été reconnue par le marché. Bien évidemment, le support le plus important reste 14 200, avant le support majeur des 13 790 qui, s'il venait à être rompu, pourrait ouvrir la voie à une menace beaucoup plus grande pour le marché, qui prendrait justement la forme d'une correction beaucoup plus profonde. Alors, ceci étant dit, c'est vrai qu'en voyant le DAX 30 sur des
plus haut historique, hein, quasiment en train de tutoyer les 14 800 points, certaines personnes pourraient se poser la question de l'existence de cette pression vendeuse à laquelle je faisais référence en début de vidéo, notamment apportée par une inflation qui augmente justement, ce qui pouvait faire craindre à un revirement des politiques monétaires. C'est tout simplement parce que les investisseurs ne boudent pas les marchés, enfin les benchmarks en tout cas dans leur ensemble, mais vont plutôt réorienter leurs expositions, enfin l'exposition de leur portefeuille, de secteurs plus liés à la croissance vers des secteurs plus défensifs. Et c'est là que rentre en jeu le Nasdaq justement, puisque les valeurs technologiques ont été assez massacrées, on va dire, depuis le début de l'année, et on s'aperçoit justement que les investisseurs ont profité de ces craintes liées à l'inflation pour justement venir corriger certains excès qui avaient été enregistrés en 2020, notamment sur les valeurs technologiques. Personne n'est sans savoir que l'année 2020, l'année de la pandémie, a été extrêmement bénéfique pour les valeurs, non pas pour les valeurs Covid, mais pour les valeurs technologiques, hein, qui ont énormément bénéficié de toutes les mesures de confinement, de restrictions sur les voyages, les loisirs, etc. On a notamment vu Google, Netflix, Amazon, Apple, toutes ces valeurs-là crever vraiment littéralement le plafond, alors que des valeurs plus cycliques, liées plus à l'énergie, aux vieilles industries, notamment liées à l'énergie comme le pétrole, les industries automobiles, etc., ont été extrêmement boudées par les investisseurs. C'est un peu le contraire qui se passe en ce début d'année, puisque je l'ai dit, je le rappelle, justement, l'apparition de ce nouveau levier baissier, qui d'ailleurs était un levier haussier auparavant, est désormais devenu un levier baissier pour les prix, hein. C'est vrai qu'avant, les investisseurs qui priçaient la sortie de la crise, c'était plutôt un levier haussier, alors que maintenant, justement, sortie de crise est synonyme de revirement de politique monétaire dans l'esprit de certains investisseurs, ce qui peut être considéré comme un catalyseur à la baisse. On s'aperçoit que les investisseurs ont profité justement de cette occasion pour venir corriger les excès des valeurs technologiques enregistrées en 2020, puis faire rattraper le reste du marché par les valeurs justement plus cycliques, plus liées à l'énergie, qui ont très fortement sous-performé leurs indices de référence en 2020. Donc c'est tout simplement une rotation sectorielle qui s'est mise en place, des investisseurs qui restent, qui gardent un appétit pour la classe d'actifs des actions, mais qui réorientent leurs expositions vers les secteurs plus porteurs par rapport à la configuration économique actuelle. Alors ce manque d'intérêt pour les valeurs technologiques se voit très clairement sur l'indice du Nasdaq 100 aux États-Unis, hein, où on peut voir justement que depuis le 12 mars 2020, donc vraiment le début des mesures de confinement un peu partout dans le monde, surtout en Europe, on observait justement le marché qui s'était inscrit à l'intérieur d'un canal haussier, tel que vous pouvez le voir ici, hein, à l'intérieur des lignes pointillées, puisque justement dopé par bénéfice qu'a eu la crise du Covid et les mesures de confinement sur les valeurs technologiques, chose que j'ai précédemment expliquée. Alors depuis la mi-février, depuis le 15 février, depuis notamment l'impact sur les 13 900 points, on s'aperçoit que les vendeurs, semble-t-il, ont pris le contrôle du marché. Ils ont tellement pris le contrôle du marché assez bien que ils ont permis justement au prix de casser leur support dynamique baissier, donc la borne basse, hein, du canal haussier de long terme précédemment cité, pour justement enregistrer un nouveau plus bas ici à 12 200 points, aux portes des 12 200 points, 12 198 points exactement. C'est la première fois que le Nasdaq enregistre un nouveau plus bas depuis le début de la tendance haussière de long terme enregistré au début milieu mars 2020, et on s'aperçoit que de ce fait la tendance est donc invalidée puisque les prix sont désormais en dehors de leur canal. Alors maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'un renversement de long terme va se mettre en place sur les valeurs technologiques, mais en tout cas la tendance haussière démarrée en mars 2020 est désormais invalidée. Alors maintenant, est-ce qu'on va se mettre en place, est-ce que un schéma de consolidation latérale va se mettre en place, est-ce que la correction va se prolonger un petit peu plus bas? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors pour l'instant, on voit qu'à très court terme, les prix se sont inscrits dans un canal baissier, comme je l'ai dit, de très court terme, qui pourrait s'apparenter à un flag, une figure justement, donc un flag baissier, une figure typique de consolidation et même de continuation de la tendance sous-jacente. Donc ça correspond justement avec le scénario d'une correction qui viendrait un petit peu temporaliser la tendance de fond haussière avant que le marché puisse justement aller enregistrer de nouveaux sommets. En tout cas, pour l'instant, on est dans une situation de correction. La correction devrait se poursuivre tant que la borne haute du canal baissier de très court terme n'est pas invalidée. Donc les prochaines cibles sont bien évidemment données. Alors le support majeur est donné sur 12 200 points, hein, qui correspondrait à 23,6% de Fibonacci. C'est un niveau qui avait déjà été précédemment visité et ardemment défendu par les acheteurs ici au début du mois de mars. Ensuite, alors la rupture de ce niveau-là pourrait ouvrir les portes à une correction bien plus basse, hein, sur les 38,2% à 11 150 points, voire
voire même aller toucher les 50% à 10 287 points avant, pourquoi pas, de renouer avec la hausse et aller chercher de nouveaux plus hauts. À beaucoup plus court terme, on peut dégager les 38,2% et 50% de Fibonacci de ce mouvement de hausse qui a eu lieu au tout début du mois de mars et qui pourrait nous emmener sur les 12 880 et 12 750 points. Ça, c'est des niveaux pour les traders à plus court terme. En tout cas, on en est là. Ralentissement de tendance, interruption de tendance ne signifie pas forcément renversement. D'ailleurs, je vois mal un renversement se mettre en place sur les valeurs technologiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient juste corriger un excès haussier qui a eu lieu en 2020. Donc peut-être qu'on va aller chercher les 12 002, voire 11 150 ou 10 285. Mais en tout cas, il y a de fortes chances, en tout cas pour l'instant, que on assiste à une pause de long terme sur le marché avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts, puisque je le rappelle, les valeurs technologiques, les secteurs technologiques sont devenus des valeurs de croissance, puisque la pandémie de 2020 a mis en surveillance justement la digitalisation de la société et l'augmentation des services en ligne. Donc ce secteur est devenu un petit peu le nouveau secteur industriel, remplit à peu près le même rôle que remplissait le secteur industriel et les vieilles valeurs énergétiques dans les années 60, 70, 80, 90. Donc ceci étant dit, sur le très long terme, les valeurs technologiques devraient retrouver la hausse. Maintenant, à plus court terme, reste à savoir jusqu'où la correction actuelle devrait nous emmener. Nous allons maintenant parler d'un titre qui a fait beaucoup parler de lui. Souvenez-vous, c'était il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Je veux bien évidemment parler de GME. Alors GameStop, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'avaient pas suivi ce qui s'était passé, souvenez-vous, c'est toujours d'ailleurs une chaîne de magasins de jeux vidéo qui avait été massivement shortée par pas mal d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds comme par exemple Melvin Capital qui était au cœur justement de la controverse, tout simplement sur la base de fondamentaux, puisque comme je le soulignais juste avant, on est dans une phase d'accentuation de la digitalisation de la société et c'est justement sur le papier, ces chaînes de magasins physiques ont de moins en moins d'avenir et sont logiquement de plus en plus shortées par les investisseurs long terme. Heureusement pour le groupe, une armée d'investisseurs retail, d'investisseurs particuliers s'était pris d'affection pour le titre et réussi à artificiellement gonfler le prix jusqu'à un top de 480 $. C'était quelque chose d'inespéré. On voyait même GME rentrer au Russell 2000 et devenir une des plus grosses capitalisations américaines. Suite à cet emballement massif, des brokers tels que Robinhood, IG ou d'autres ont mis en place des restrictions d'achat sur le titre pour pallier aux excès de volatilité, prétextant des mesures de risque et internes et par l'exchange directement, ce qui a énormément fait contribuer à atténuer justement cette bulle et à ramener le prix à la baisse. On a d'ailleurs justement touché un top vers 38,300 $. Depuis, l'affaire ne fait plus beaucoup de bruit et pourtant on a quand même pu remarquer un fort retour à la hausse, un fort retour des acheteurs sur le titre, puisque tout récemment même, on a enregistré un nouveau sommet au-dessus des 300 $, à la porte des 350 $, à 346 $, 78,80 environ. Personne n'en parle vraiment, personne ne l'explique vraiment, les Wall Street Bets sont toujours à l'œuvre, c'est certain, le titre bénéficie d'un fort engouement de la part des traders et particuliers, ça c'est sûr, et certains institutionnels qui commencent à se positionner, voyant ici une opportunité de gain bien évidemment, ce qui ramène beaucoup plus de stabilité à la hausse du titre. Alors maintenant, évidemment, le seul point fondamental, puisque on sait que ce qui a motivé la hausse de ce titre, c'est absolument pas l'aspect fondamental, c'est simplement une armée d'investisseurs particuliers qui l'ont artificiellement fait gonfler. On sait que la place des fondamentaux dans le cas de GameStop n'a énormément d'importance. Maintenant, il est vrai quand même que le 23 mars prochain auront lieu la publication de résultats pour le premier trimestre de la part de GameStop. Reste à savoir un petit peu l'impact que ça pourra avoir chez les investisseurs moins aguerris qui sont qui sont fortement positionnés long sur le titre. Alors, étant donné que les fondamentaux n'ont pas trop leur place dans ce dossier-là, on va plutôt s'atteler à justement étudier la configuration technique qui est un petit peu difficile à prendre en main. C'est pas une configuration très évidente, mais on va regarder ça tout de suite. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'aspect technique des choses maintenant sur ce graphique 4 heures du titre GME. Alors, j'ai pris un graphique 4 heures puisque, étant donné les degrés de volatilité de l'actif, comme vous pouvez voir ici lors du premier spike qu'il y a eu début janvier, c'est difficile d'analyser quoi que ce soit en graphique journalier. On est obligé de s'enfoncer un petit peu plus dans le détail pour dégager des niveaux pertinents. Et on s'aperçoit, ce que je vous disais juste avant, que la hausse qu'on connaît depuis début mars se fait de manière beaucoup plus graduelle que la bulle qu'on avait eue au début janvier. Comme vous pouvez le voir, c'est assez flagrant sur ce graphique-là. On s'aperçoit que le marché se traite au-dessus d'une ligne de tendance haussière qui a été reconnue par 3 fois, une fois, 2 fois et le troisième impact ici plus récemment. On est revenu faire un top à 346 $ avant d'avoir un retour assez brutal des prix sur un prix d'équilibre avoisinant les 220-230 $ l'action. C'est globalement autour de ce niveau-là
les prix s'articulent actuellement, et c'est ce qui correspond justement à un prix qui contente à peu près tout le monde, institutionnel comme trader particulier sur le titre. Maintenant, quelle suite pour l'action? Alors ça, c'est une question beaucoup plus compliquée, puisque on s'aperçoit que la volatilité décroît, la directionnalité décroît. On est vraiment pris entre deux feux, entre les 233 $ ici qui correspond à 23,6% de Fibo et les 172 $ ici qui est le premier support majeur pour les prix, qui correspond justement, enfin c'est pas le premier support, parce que le premier support ça reste la ligne de tendance haussière, donc c'est un support dynamique. Le premier vrai support horizontal, le support majeur horizontal, c'est celui-là, 172,26 $, qui avait déjà été reconnu ici en support et ici en résistance juste avant le breakout. Maintenant, si je jette un œil sur les indicateurs techniques, on n'a pas beaucoup plus d'indices. L'indicateur stochastique est quant à lui en zone neutre, entre la zone d'achat et la zone de, enfin autour de la zone des 50%, alors que l'indicateur DMI ne dénote qu'une faible, très faible même pression vendeuse dans un mouvement qui devient de moins en moins directionnel. Donc là, je pense que beaucoup d'investisseurs vont attendre, je pense, d'autres catalyseurs, que ce soit des fondamentaux apportés par les publications de résultats ou bien des niveaux techniques vraiment connus et reconnus. Si vraiment au contact de cette ligne de tendance haussière, on a vraiment un fort décrochage des prix, à ce moment-là, on pourra envisager justement un retour sur les 172,26, puis, si jamais ce niveau cède, un retour sur la fameuse zone des 100 $ l'action. Si au contraire, les acheteurs parviennent à maintenir le prix au-dessus de cette ligne de tendance, on pourra envisager un retour tout simplement sur les 23,6 de Fibo à 233, qui jouera également un rôle de résistance, mais qui aura de grandes chances justement d'être franchi de manière assez violente, assez brutale, si j'ose dire, ce qui pourrait ouvrir la voie au 38,2 à 271 $, 300 $ pour les 50%, 331 $, 368 $, pardon, puis 430 $ par extension, ce qui correspond plus ou moins à la borne haute qu'on avait eue sur le dernier top du mois de janvier. Donc c'est dur, le contexte fondamental autour de ce titre est compliqué, parce qu'on sait que c'est pas les fondamentaux qui drivent l'engouement, l'euphorie des investisseurs. Le contexte technique n'est pas évident non plus. Je recommanderais vraiment pas à des novices d'aller s'aventurer sur ce titre-là. Je rappelle que les actions ne sont pas des tickets de loterie. C'est compliqué, il faut rentrer au contact de niveaux vraiment reconnus par le marché. Et là, on est vraiment entre deux boards majeurs, les 233 $ et les 172 $. Maintenant, l'avenir nous dira qui a eu raison. On verra si le 23 mars, les publications de résultats auront eu un effet. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que le feuilleton GameStop n'est pas encore fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire prévu à cet effet. J'y répondrai personnellement. Bien évidemment, si vous ne voulez manquer aucune sortie de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche juste en dessous, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site internet. Je serai ravi de vous y accueillir. Et en attendant, bon trading et à la prochaine.